Bonjour à tous. On va dresser aujourd'hui le portrait de l'un des plus célèbres diplomates français qui a su traverser 8 régimes. Il a eu le privilège d'être l'image scintillante du mal. Peu d'hommes ont été autant méprisés que lui. Ses contemporains ne l'ont pas compris. Certains l'ont admiré par crainte ou par snobisme. D'autres ont été fascinés comme la proie devant le serpent. Mais rares sont ceux qui ont pénétré le cœur de cet homme. Il avait la certitude d'incarner une sorte de perfection à jamais perdue et d'être le dernier arbitre vivant des règles et d'usages auxquels personne ne pouvait plus accéder. Il disait: Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter ce que j'ai été, ce que j'ai pensé et ce que j'ai voulu. On retrouve l'orgueil d'un grand seigneur, et plus que cela, l'homme est un joueur, il a le goût de la facétie et de la mystification. Cet homme qui a toujours fait de la lenteur un art de vivre et un traité de politique était aussi capable de décisions les plus rapides. Ni Alexandre Ier, ni Napoléon, ni les Bourbons ne se méfieront assez de ces fausses somnolences. Des demi-sommeils, lorsqu'ils sont bien joués, cachent mieux l'énergie et le goût du risque. Il aime disparaître et réapparaître. Il s'agit bien là de Charles-Maurice Talleyrand, le diplomate français. Les premières années de sa vie, jusqu'à son entrée au collège d'Harcourt en 1762, ont été marquées par l'indifférence de ses parents et la négligence de son éducation. Je suis peut-être le seul homme d'une naissance distinguée et appartenant à une famille nombreuse à estimer qu'il n'eut, une semaine de sa vie, la douceur de se retrouver sur le toit paternel. Il disait être méprisé de ses parents comme un bon à rien. Il avait pris dans son enfance une mœur sombre et taciturne. Il n'avait jamais couché sous le même toit que son père ou sa mère. Ce pied boiteux qui influençait toute sa vie prend des allures de talon d'Achille. On ne l'a pas seulement forcé à être prêtre, mais on l'a aussi jeté dans les bras de la Révolution et de Bonaparte. Ses études à Saint-Sulpice ont profondément marqué l'éducation du futur diplomate. Il a construit son extraordinaire maîtrise de soi, son caractère impassible sur lequel les bienfaits et les injures coulent avec une égale facilité, qui sait tout obtenir ou tout perdre sans apparaître ébranlé. Au cours de sa vie si diverse, la partie dominante chez lui est toujours le prêtre. Si la dignité épiscopale est la route la plus courte vers l'influence et la richesse, celle-ci passe par Reims. Mais pour pouvoir jouer un rôle politique au sein de l'Église, pour accéder à une certaine dépendance financière, Charles Maurice doit devenir sous-diacre. En ce qui concerne les femmes, elles étaient avant tout pour lui des protectrices. Ses confidentes les plus intimes seront toujours des femmes de lettres. Il faut d'autres qualités que l'attirance pour devenir une amie de toujours. La discrétion, l'affection, le charme et l'intelligence. Talleyrand est le contraire d'un homme à femme, de ceux qui réduisent leur intérêt pour les femmes aux limites de la conquête. Il prend au sérieux les affaires du clergé, dont il a la charge de 1780 à 1785. L'ordre du clergé, qui tient ses pouvoirs de l'Assemblée, est au centre de la machine administrative. C'est le premier des 3 ordres du royaume. Il détient en valeur le quart des propriétés du pays qui produisent des revenus supérieurs à ceux du trésor royal. Fort de son expérience financière au sein du clergé, il reçoit chez lui ceux qui s'intéressent à ces questions. Parmi eux, une personnalité a influencé Talleyrand dans ses principes et sa pratique des affaires. C'est Pancho, un grand partisan de la liberté du commerce, à la fois banquier et armateur. Il a été mêlé dans les années 1760 aux affaires de la Compagnie des Indes, transférant sans cesse ses activités entre l'Angleterre, les Pays-Bas et la France. Élu député du clergé des États généraux de 1789, il propose la nationalisation des biens du clergé. C'est l'un des premiers à avoir compris que l'ère des révolutions des masses dans lequel il entre suppose un renversement complet de tous les modes d'action. Dans ce temps saturé en politique, il s'agit moins de provoquer ou d'empêcher le torrent que d'atténuer le coup. Il tâchait de le verser le plus doucement à chaque chute. Sa nomination de ministre des Affaires étrangères a cependant lancé sa réputation de diable boiteux. Bien qu'il défendait dans la Constitution tout ce qui favorise les libertés et fonde un droit public moderne, la liberté des cultes, l'égalité devant la loi, la liberté individuelle, la liberté de presse, les membres des ordres privilégiés ont mal vécu leurs biens et leur patrimoine être bradés. Alors qu'il était leurs défenseurs et administrateurs les plus talentueux, il dira par conscience des risques: Je suis presque le seul de mon État qui soutienne des principes qui paraissent opposés à ses intérêts. D'ailleurs, il a eu le droit aux tensions de la presse royaliste contre lui. Il a eu peur pour sa vie. Une de ses amantes, Madame de Flahault, a trouvé dans une enveloppe blanche un testament de l'évêque. À cause du climat instable de la Révolution en 1792, Talleyrand part en exil à Londres, puis aux États-Unis. Il reviendra en France à partir de 1796. Il adressa une lettre intéressante sur les bases nouvelles dans un long mémoire adressé à Danton. La véritable puissance de la France ne se mesurera jamais à ses guerres,
civile ou extérieure, ni à ses victoires, mais à la sagesse et l'utilité de son gouvernement. On a appris que tous les agrandissements de territoire, toutes ces usurpations de la force et de l'adresse auxquelles des préjugés avaient attaché l'idée de rang et de supériorité dans l'ordre des puissances ne sont que des jeux cruels de la déraison politique et de faux calculs de pouvoir. En France, le cabinet noir, l'officine discrète qui est à la solde de la direction des postes, est particulièrement chargé de ce travail d'espionnage, terrorise tout le monde. Talleyrand le sait mieux que quiconque. Les circuits de la finance et de l'argent, qu'il pratique en spécialiste, auront toujours sa préférence lorsqu'il s'agira de faire parvenir à bon port des informations sensibles ou d'en obtenir. Il sera le premier au service de Bonaparte à traquer les agents anglo-royalistes sur des livres de comptes dans les banques. Suivez l'argent et vous aurez l'information. Par la ruse, il redevient en 1797 ministre des Relations extérieures. Il profite du blocage d'une constitution qui oppose les deux puissances législatives et exécutives du régime.